Je ne saurais dire exactement quand cela a commencé. Peut-être ce dimanche après-midi où Eduardo, mon fils aîné, a interrompu mon discours avec un sourire condescendant. « Maman, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. » Comme si J était une enfant. Comme si 69 ans de vie m'avaient rendu incapable de comprendre l'entreprise que j'avais moi-même contribué à construire. La lumière pénétrait par les grandes fenêtres du salon, illuminant la table en acajou où nous étions réunis pour le déjeuner familial. Une tradition que j'ai maintenue même après la mort d'Augusto. J'ai observé le visage d'Eduardo, si semblable à celui de son père. Les mêmes yeux bruns perçants, le même menton fort, la même façon de froncer légèrement les sourcils lorsqu'il est impatient. Il avait 45 ans et était directeur financier d'Empresa Rocha, l'empire que son père avait construit, que nous avions construit, même si peu de gens le savaient. Je manquais des investissements dans la nouvelle usine du Sud. Ai-je insisté en me resservant du vin? Le mois dernier, vous avez parlé d'une extension qui coûterait 8 millions. Or, je vois dans les relevés que c'est 15. Comment expliquer cette différence? J'ai vu le rapide échange de regards entre lui et Mariana, ma fille de 42 ans. Cette communication silencieuse qu'ils ont développée depuis leur enfance et qui m'a toujours laissé à elle écart, même du vivant d'Augusto. Ce sont des détails techniques, maman, intervient Mariana, avec le ton doux qu'elle réserve aux patients difficiles dans le cabinet de son psychiatre. C'est s'il a fallu procéder à des ajustements structurels qui n'étaient pas prévus dans le budget initial. Des choses techniques que même moi, je ne comprends pas très bien. Je comprends parfaitement l'ingénierie, ai-je répondu, sentant la chaleur monter dans mon cou. C'est moi qui ai supervisé la construction de la première usine lorsque votre père négociait l'expansion vers le nord-est, en 1986. Silence gêné. Ricardo, le mari de Mariana, renifle et change de sujet, s'enquérant de elle équipe de football dont Eduardo est le parrain. Mes petits-enfants adolescents, Lucio et Gabriela, sont restés plongés dans leur téléphone portable, comme si la conversation des adultes était quelque chose de complètement étranger à leur existence. 69 ans, veuve depuis 2 ans, et soudain invisible. Le reste du déjeuner s'est déroulé dans la fausse normalité qu'était devenue notre dynamique familiale. Nous avons parlé du temps qu'il faisait, de l'école des petits-enfants, du voyage que Mariana et Ricardo prévoyaient de faire en Europe. Des anecdotes. Alors que les vraies questions, les affaires, l'argent, les décisions, étaient soigneusement évitées en ma présence. Lorsque je me suis levée pour aller chercher le dessert à la cuisine, j'ai remarqué que les conversations à la table commençaient à s'apaiser. Lorsque je suis revenue avec la tarte aux noix de pécan, la recette de ma grand-mère, qu'Augusto aimait tant, j'ai vu des papiers être rangés à la hâte, des regards échangés entre mes enfants, ces mêmes yeux qui me regardaient autrefois avec admiration. Aujourd'hui, je n'y vois plus que de l'impatience. J'ai laissé la tarte au centre de la table, mes mains ridées contrastant avec la porcelaine fine. Un cadeau de mariage qui avait survécu à 4 décennies de dîners de famille, de célébrations et de disputes. À cet instant, mon corps a ressenti le poids des années, non pas à cause de l'âge lui-même, mais à cause de la façon dont il semblait annuler tout ce que j'y étais à leurs yeux. J'ai apporté du café pour tout le monde. Eduardo, j'ai mis de l'édulcorant dans le tien, comme tu préfères. Ricardo, pas de sucre. Mariana, avec une cuillère et demie, c'est ça? Et les enfants, du chocolat. Eduardo semblait surpris que je me souvienne exactement de la façon dont chacun buvait son café. Comme si ma mémoire était un talent curieux et non quelque chose de naturel. J'ai entendu Mariana dire à son frère la semaine dernière « Maman n'a pas à se mêler de ça », alors qu'elle pensait que J était dans le jardin et que J était seulement allé chercher des ciseaux pour couper les roses. Comme si ce N n'était pas moi qui avais signé les chèques quand Augusto, mon mari, a créé l'entreprise à partir de rien. Comme si je, N, n'était pas celle qui connaissait par cœur le nom de chaque client important, chaque contrat, chaque détail. Au début de notre mariage, lorsque nous vivions dans un modeste appartement et qu'Augusto essayait de convaincre des investisseurs de son projet d'industrie chimique, c'est moi qui organisais les livres de comptabilité le soir, après qu'il se soit endormi, épuisé par d'interminables réunions. C'est moi qui mémorisais les noms des conjoints des investisseurs potentiels, leurs préférences, leurs anniversaires, autant de détails qu'Augusto utilisait pour créer cette illusion d'intimité qui ouvrait les portes et les portefeuilles. Ma mémoire avait toujours été ma plus grande qualité. Aujourd'hui, elle semble être mon plus grand problème. Au début, il s'agissait de petites choses, des comptes bancaires fermés sans que je sois consulté, des propriétés vendues,
pour simplifier la succession, maman. Des conseillers financiers qui ont été remplacés par des personnes nommées par Eduardo, des gens plus au fait du marché moderne. Après le départ d'Augusto, victime d'une crise cardiaque massive au cours d'un voyage d'affaires ou d'agrément, je n'ai jamais eu le courage de vérifier la liste des personnes décédées. Je n'ai jamais eu le courage de vérifier les détails de ce séjour à Buenos Aires. J'ai senti le contrôle de ma propre vie me glisser entre les doigts. Comme le sable fin, on ne se rend compte qu'on l'a perdu que lorsqu'il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Ce soir-là, après le déjeuner familial, je n'ai pas pu dormir. Ce sentiment que quelque chose n'allait pas me hantait depuis des semaines. Le silence de l'appartement terrasse que je partageais avec Augusto depuis 30 ans semblait amplifier mes pensées agitées. Je me souvenais qu'il avait l'habitude de dire que je pensais trop fort. Je pouvais presque entendre son rire rauque, sentir le poids de sa main sur mon épaule. Je me suis levée. J'ai mis la robe de chambre en soie bleue qu'il m'avait offerte pour notre dernier anniversaire de mariage. 42 ans de vie commune. Elles n'ont pas été parfaites, loin de là. Mais nous avons construit quelque chose que, naïvement, je pensais être notre héritage. Le nôtre, pas seulement le sien. Je suis descendue prendre un thé dans la cuisine quand j'ai entendu la voix de mon gendre Ricardo qui venait du bureau. J'ai trouvé étrange qu'il soit dans ma maison à cette heure-là. Il était un peu plus de minuit. La porte était entr'ouverte. Une raie de lumière échappait dans le couloir sombre. Elle ne peut pas ouvrir la bouche à ce sujet. Je me suis arrêtée dans le couloir, la tasse tremblant légèrement dans ma main. Il parlait de moi. J'en étais sûre. Si elle continue à fouiller dans ses documents, nous allons avoir un problème, a-t-il poursuivi, la voix basse mais suffisamment claire pour que je l'entende. Augustus lui a caché cela toute sa vie, et maintenant, j'ai entendu le bruit de la glace dans un verre. Ricardo buvait toujours du whisky dans les moments de tension. Une faiblesse qu'Augusto soulignait avec dédain, mais qu'il tolérait pour le bien de sa fille. « Eduardo, tu dois la convaincre de signer la procuration, avec les pleins pouvoirs. Dis que c'est pour faciliter l'administration de la succession, pour protéger les biens des impôts, utilise l'excuse que tu veux. Mais nous en avons besoin hier. » Sat. Elle a posé des questions. La voix d'Eduardo semblait fatiguée, inquiète. Sur les transferts aux îles Caïmans, sur les nouvelles sociétés. L'autre jour, elle a posé des questions sur la propriété à Asunción. Merde. Ricardo s'exclame doucement. Comment sait-elle cela? Il ne faut jamais sous-estimer la mémoire de ma mère, répond Eduardo avec un rire sans humour. Ou son entêtement. Et je me retirai silencieusement dans le couloir, mon thé oublié, mon cœur battant la chamade non pas de peur, mais d'une certitude cristalline qui commençait à se former. Quelque chose n'allait vraiment pas. Et moi qui avais toujours tout su, chaque anniversaire, chaque numéro de téléphone, chaque ingrédient de chaque recette, j'y étais délibérément tenue dans l'ignorance. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Je suis retournée dans ma chambre tranquillement, mais je n'ai pas dormi. Toute la nuit, j'ai ressassé les chiffres, les dates, les noms, tout ce que j'avais toujours su, tout ce que j'avais toujours gardé dans mon esprit aiguisé. Des bribes de conversation qui n'avaient pas de sens sur le moment. Des documents que je n'avais fait qu'entrevoir. Des noms d'entreprises mentionnés lors de déjeuners qui ne semblaient pas avoir de rapport avec nos activités officielles. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti monter en moi un objectif. Une détermination froide et calculatrice que je n'avais pas connue depuis les premières années de mon mariage, lorsque je m'étais juré que notre famille ne connaîtrait jamais les difficultés auxquelles j'avais dû faire face dans mon enfance. Et je me suis juré, alors que le premier rayon de soleil pénétrait à travers les rideaux de ma chambre, qu'il découvrirait que j'en savais bien plus qu'il ne l'imaginait. J'ai commencé à écrire le lendemain. Je me suis levée tôt, avant le soleil, avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Depuis la mort d'Augusto, mes journées étaient devenues un brouillard de courtoisie sociale vide, de décisions prises par d'autres, pour mon bien, d'une retraite forcée non seulement des affaires, mais de la vie elle-même. Je suis allée à la papeterie de M. Mendes, à 6 rues de mon appartement. Une promenade que mes enfants auraient désapprouvée. « Maman, pourquoi n'as-tu pas demandé au chauffeur? Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» Mais que j'ai tenu à faire seule, comme un petit acte de défi. M. Mendes, septuagénaire aux cheveux blancs parfaitement coiffés, a souri en me voyant entrer dans le magasin qu'il tient depuis plus de 50 ans. C'est l'un des rares établissements traditionnels qui a résisté à la transformation du quartier en un centre commercial moderne et impersonnel. Madame Vera, quelle agréable surprise.
Qu'est-ce qui vous amène ici, un mardi matin? Mark Hope. J'ai besoin d'un cahier, ai-je répondu en parcourant des yeux les étagères remplies d'articles de papeterie. Un carnet de qualité, pour les notes importantes. Il m'a montré plusieurs options, mais mes yeux se sont arrêtés sur un modèle cartonné bleu marine, aux pages légèrement jaunies, semblable à ceux qu'Augusto utilisait pour ses notes personnelles. Je me suis dit qu'il était ironique d'utiliser un objet aussi semblable au sien pour percer ses secrets. Et celui-ci est parfait, ai-je dit en payant en liquide. Encore un petit acte d'indépendance. Pas de carte, pas d'enregistrements électroniques. Je suis rentré chez moi et me suis installé au petit bureau de ma chambre. Pas au bureau principal, où je savais qu'Eduardo ou Ricardo pouvaient surgir à tout moment avec une excuse quelconque. Il s'agissait d'une enquête privée. J'ai pris un stylo de bonne qualité, j'ai respiré profondément et j'ai commencé à écrire sur la première page, dans l'écriture méticuleuse que j'ai apprise à l'école du couvent et que j'ai conservée pendant des décennies. Mémoire de Vera Rocha, ce que je sais et ce que j'ai découvert. Et puis, comme une vanne qui s'ouvre, j'ai laissé couler les souvenirs. Je les ai classés par ordre chronologique, en commençant par les premières années de l'entreprise. Les activités légitimes, d'abord, l'usine chimique qui a démarré dans un hangar loué et qui est devenue l'une des plus grandes du pays. Les investisseurs initiaux, les premières ventes importantes, les expansions légitimes. Je me souviens de chaque détail avec une précision quasi photographique. Le nom de la banque qui a accordé le premier prêt important. Banco Meridional, directeur M, Couteau, taux de 18% par an, 1978. L'adresse exacte du premier bureau commercial en dehors de la capitale, rue Amarqué de Olinda, 423, Conjunto 508, Recife, ouvert en mars 1982. La valeur du premier contrat avec le gouvernement de El État pour la fourniture d'intrants agricoles, c'est 4 750 000, signé le 15 septembre 1987. Puis, plus lentement, avec une boule dans la gorge, je suis passé aux contrats les moins légitimes. Celles que j'ai commencé à soupçonner dans les années 90, lorsque l'entreprise était déjà importante et qu'Augusto a commencé à s'entourer de personnes qui me mettaient de mal à l'aise. Des politiciens au sourire trop large et aux yeux trop petits. Des consultants qui surgissaient de nulle part, recevaient de grosses sommes d'argent et disparaissaient. Des contrats publics qui surgissaient mystérieusement après des dîners chez nous, où le champagne coulait à flots et où les promesses étaient faites. Le sénateur Vieira, avec ses mains toujours humides et son habitude de parler très près du visage des femmes. Le secrétaire des États aux travaux publics, qui ne venait jamais sans son assistante blonde, toujours différente à chaque visite. Le directeur des achats de l'entreprise publique D Énergie, qui a laissé une fois une enveloppe épaisse dans les toilettes des visiteurs et qui est parti sans elle. J'ai noté tous les noms, toutes les dates dont je me souvenais, tous les contrats qui ont suivi ces visites. Je me suis arrêté pour prendre un café. Mes mains tremblaient, légèrement. Ce n'était pas la peur, je m'en suis rendu compte, mais la colère. Une colère froide qui grandissait au fur et à mesure que la vérité se dessinait devant moi, dans ma propre écriture. Je suis retourné à mon carnet et j'ai commencé une nouvelle section. Trahison. Pas seulement celle du lit, celle que j'avais déjà enterrée avec Augusto, ainsi que les larmes silencieuses que je versais lorsque je trouvais des reçus d'hôtel, des messages indiscrets, des parfums qui ne m'avaient jamais appartenu. Ces douleurs avaient déjà guéri, d'une manière tordue que seules les femmes de ma génération pouvaient de comprendre. Accepter l'inacceptable au nom de la stabilité, de l'apparence, de la famille. Non, il s'agissait de trahison de confiance plus profonde. Comment il m'a fait signer des papiers que je n'ai jamais entièrement lus, disant « Fais-moi confiance, mon amour », avec ce sourire qu'il n'arborait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Comment il riait et disait que je n'avais pas à m'inquiéter de la partie ennuyeuse des affaires, tout en me tendant des procurations, des autorisations, des documents de société avec des noms génériques que j'enregistrais à peine. La partie ennuyeuse, la partie illégale, je le découvrais maintenant. Je me suis souvenu d'un épisode en particulier, en 2005. Nous revenions d'un voyage en Europe pour célébrer notre 25e anniversaire de mariage. Ce matin-là, Augusto s'est montré particulièrement affectueux. Il m'a apporté du café au lit, ce qu'il faisait rarement, et m'a offert un bracelet en émeraude que j'avais admiré dans une bijouterie à Paris, mais qu'il avait jugé trop extravagant. « J'ai quelques documents à te faire signer, chérie », m'a-t-il dit avec désinvolture, tandis que j'admirais le bracelet.
Ce ne sont que des formalités pour la fondation caritative dont j'ai parlé, tu te souviens? Pour réduire les impôts sur l'héritage des garçons à l'avenir. J'ai signé sans lire, enivré par l'attention soudaine, par elle éclat vert des pierres à mon poignet. Des années plus tard, alors que je soupçonnais déjà que tout N n'était pas transparent dans les affaires d'Augusto, j'ai essayé de localiser la fondation. Je ne l'ai jamais trouvée. En consignant ces souvenirs, je me suis rendu compte d'une chose qui m'a laissé froid. Parmi les documents bancaires récents auxquels j'avais réussi à accéder, avant qu'Eduardo ne commence à filtrer ce qui me parvenait, il y avait des transactions qui n'avaient aucun sens. Des transferts vers des comptes à l'étranger, des paiements à des entreprises dont je n'avais jamais entendu le nom, et le plus alarmant, tout cela s'était produit après la mort d'Augusto. En mon nom, j'ai jeté le cahier sur le lit et je me suis rendu avec détermination au bureau principal. Je savais qu'il serait vide à cette heure-là. Eduardo serait au siège de l'entreprise, Mariana dans son bureau, et le personnel de maison avait été congédié par moi sous prétexte que je voulais de l'intimité pour organiser quelques souvenirs personnels. Le bureau d'Augusto était resté pratiquement intact depuis sa mort. Eduardo l'utilisait parfois lorsqu'il venait traiter des « affaires de famille » avec moi, mais CC était essentiellement un sanctuaire. Le grand bureau en acajou où il prenait des décisions qui affectaient des centaines de vies, le fauteuil en cuir où je le trouvais parfois endormi après des nuits de travail, les tableaux de peintres renommés qu'il collectionnait plus pour son statut que pour son appréciation esthétique. J'ai commencé à fouiller les tiroirs, les armoires et les étagères. Je me suis rendu compte avec frustration que la plupart des documents importants avaient déjà été retirés. Il n'y avait que des papiers sans intérêt, de la vieille correspondance, des magazines d'affaires. C'est alors que je me suis souvenu du coffre-fort. Caché derrière un tableau particulièrement laid, une peinture abstraite dans des tons rouges et bruns qu'Augusto avait acheté pour une fortune lors d'une vente de charité, le coffre-fort encastré dans le mur, N, était connu que d'Augusto, de moi et, je le soupçonnais maintenant, d'Eduardo, qu'il avait probablement déjà vidé. À ma grande surprise, lorsque j'ai enlevé le tableau, le coffre-fort semblait intact. La combinaison était l'anniversaire d'Eduardo, le 14 octobre 1978, transformé en code IL 14078. Si prévisible, si sentimental pour un homme qui s'enorgueillissait de son sang-froid dans les affaires. J'ai fait tourner les chiffres en retenant mon souffle et la lourde porte s'est ouverte avec un déclic. À l'intérieur, il ne restait que peu de choses. Quelques bijoux de famille qu'Augusto considérait comme ayant une valeur plus sentimentale que financière. Une enveloppe contenant de vieux actes de naissance et, presque caché au fond, un mince dossier portant le logo discret d'une banque suisse. Mes mains tremblent lorsque j'ouvre le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des formulaires d'ouverture de compte, des documents en allemand et en français que je n'arrivais pas à comprendre. Mais un nom ressort de tous ces documents. Vera Rocha, mon nom, sur des comptes dont j'ignorais l'existence. J'ai tout photographié avec mon téléphone portable. Une autre compétence qui surprendrait mes enfants, qui s'obstinent à me traiter comme une technophobe impuissante. Et j'ai remis les documents dans le coffre-fort, en le refermant soigneusement et en remettant le vilain tableau à sa place. Je suis retourné dans ma chambre, dans mon carnet, et j'y ai ajouté ces nouvelles informations. Un tableau inquiétant se dessine. Auguste s'était servi de moi comme d'un bouclier, d'une figure de proue, pendant des années, et après sa mort, mes propres enfants ont poursuivi l'héritage de la manipulation. Le lendemain matin, j'ai reçu une visite inattendue. Carlos Silveira, le comptable de la famille depuis plus de 30 ans, s'est présenté à l'improviste. Homme discret et compétent, Carlos m'a toujours traité avec un respect dont les autres associés d'Augusto ont rarement fait preuve. Il était apparemment venu pour discuter de quelques questions concernant l'inventaire. Mais son visage tendu et pâle m'indiquait qu'il y avait une autre raison. Je l'ai accueilli sur le balcon, lui ai offert un café et l'ai regardé remuer le sucre dans sa tasse sans boire, visiblement nerveux. « Madame Vera » commença-t-il enfin, la voix basse, comme s'il craignait d'être entendu. « Je ne devrais pas être ici. Si votre fils apprend cette visite... »« Ce qu'Eduardo n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe chez moi, Carlos. » ai-je répondu calmement, même si mon cœur battait la chamade. « Nous sommes amis depuis des décennies. Tu peux parler librement. » Il a hésité, jeté un coup d'œil par-dessus son épaule vers la porte du balcon, puis a fini par dire « Vera, ils utilisent ton CPF pour ouvrir des sociétés fantômes.
a-t-il chuchoté, ses yeux courant vers la porte à chaque bruit. Il ne se contente pas de poursuivre les activités d'Augusto. Il les développe, de nouvelles sociétés, de nouveaux comptes, de nouvelles combines. Ils blanchissent de l'argent en son nom. Si ça s'arrête, il déglutit, sa pomme d'Adam se soulevant et s'abaissant visiblement. Si ça éclate, c'est ton nom. J'ai gardé mon visage impassible. Des années de pratique dans les dîners mondains et les réunions tendues m'ayant bien servi à ce moment-là. Je me suis contenté d'acquiescer, sans manifester la moindre surprise. Carlos semblait mal à l'aise avec mon calme. Tu comprends ce que je te dis? Ils mettent tout à ton nom. Si les autorités l'apprennent, je comprends parfaitement, Carlos, répondis-je en buvant une gorgée de mon café. Merci pour l'information. Il semblait vouloir en dire plus, mais un bruit venant de la maison, juste le retour de la femme de ménage avec les courses, je me suis rendu compte, l'a fait se lever brusquement. Je dois partir. Ne parlez pas de cette visite, s'il vous plaît. Bien sûr, lui ai-je assuré. C'est notre secret. Après son départ, je suis retourné à mon carnet. Maintenant, en dehors des souvenirs, j'avais un but précis. Je ne serais pas seulement la veuve commode, la mère silencieuse, la vieille femme jetable. Je serais le témoin, la dénonciatrice, la femme qui en savait trop et qui ne voulait plus se taire. L'endroit était magnifique, je ne peux pas le nier. Une ancienne plantation de café du 19e siècle, convertie en centre de repos et de rajeunissement, comme l'indiquait l'élégante brochure que Mariana m'avait remise. Situé dans une région montagneuse à environ 2 heures de la capitale, le complexe se composait d'une grande maison restaurée qui servait de centre administratif et social, entouré de chalets individuels discrètement disséminés dans les jardins méticuleusement entretenus. Mon chalet, ou villa, comme le préférait la souriante réceptionniste qui m'escortait le long du chemin pavé, était spacieux et décoré avec goût. Un grand salon avec cheminée, une chambre confortable avec vue sur la roseraie, une salle de bain luxueuse avec bain à remous. Tout était impeccable, élégant et paisible. Une cage dorée. Vous allez adorer notre programme d'activité, m'explique Monica, la réceptionniste, en me faisant visiter le chalet. Nous avons de l'aquagym à 8 heures, du jardinage thérapeutique à 10 heures, des ateliers d'art après le déjeuner et des séances de relaxation avant le dîner. Tout cela est facultatif, bien sûr, ajoute-t-elle avec un sourire étudié. Vous êtes ici pour vous reposer, après tout. Bien sûr, répondis-je en lui rendant son sourire. C'est merveilleux. Eduardo et Mariana m'avaient accompagné, évidemment pour s'assurer que j'arriverais bien à destination. Ils sont restés déjeuner dans l'élégant restaurant de la maison principale. Des plats gastronomiques en petites portions, des vins chers, des desserts élaborés, et sont repartis en promettant des appels quotidiens et des visites hebdomadaires. « Tu es entre de bonnes mains », m'a assuré Eduardo en me disant au revoir avec un baiser sur le front. Le même geste qu'Augusto avait l'habitude de faire lorsqu'il voulait m'apaiser après une dispute. Dès que leur voiture a disparu sur la route sinueuse, j'ai commencé mon enquête discrète. D'abord, une promenade exploratoire dans les jardins, apparemment pour admirer les fleurs, mais en réalité pour cartographier mentalement l'endroit, noter les entrées, les sorties, les routines du personnel. J'ai remarqué des caméras discrètes dans les couloirs et les espaces communs. J'ai remarqué que les portes de certaines zones, comme l'aile administrative et le secteur médical, nécessitaient des cartes d'accès que seuls les employés possédaient. J'ai observé le discret portail latéral où les fournisseurs livraient leurs produits, gardé par un agent de sécurité qui semblait s'ennuyer, mais qui était attentif. La haie qui entourait la propriété était jolie, mais servait aussi de barrière efficace. Au-delà, il y avait une clôture métallique élégamment dissimulée par des vignes fleuries. La sécurité, non pas pour empêcher les intrus d'entrer, je m'en suis rendu compte, mais pour rendre difficile la sortie des invités, sans autorisation. Au dîner du premier jour, j'ai choisi de m'asseoir à une table déjà occupée par 2 dames, au lieu de la table unique qui avait été préparée pour moi. Je me suis présentée simplement sous le nom de Vera, sans mentionner de nom de famille ni d'antécédents. Je suis Eleonora Prado, dit la plus âgée des deux, une femme mince, aux cheveux blancs, impeccablement teints et à la posture droite qui témoigne d'années de cours de ballet, et voici Cecilia Monteiro. Cecilia, corpulente et d'apparence plus jeune, peut-être dans la soixantaine, acquiesça avec un sourire timide. « C'est votre première semaine, n'est-ce pas ?» demande Eleonora en découpant délicatement un morceau de saumon grillé. « Je reconnais toujours les nouveaux venus. Ils ont l'air de quelqu'un qui se croit encore en vacances. »
J'ai souri, reconnaissant la finesse de ses yeux clairs. Je suis arrivée aujourd'hui. Mes enfants ont pensé que j'avais besoin de repos. Oh oui, a-t-elle répondu en haussant légèrement les sourcils. Nous avons tous besoin de nous reposer, n'est-ce pas? Le ton ironique n'est pas passé inaperçu. Pas plus que la façon dont Cécilia a jeté un coup d'œil nerveux autour d'elle, comme si elle craignait que quelqu'un ne l'entende. Il ne m'a fallu que 3 jours pour confirmer ce que je soupçonnais depuis le début. Le centre de bien-être Serra Verde N n'était pas exactement une prison. Il était trop raffiné pour cela, avec son personnel attentif, ses repas gastronomiques et ses installations de luxe. Mais C était aussi loin d'être un simple spa ou un centre de villégiature. J'ai fait plus ample connaissance avec Eleonora le 2e jour, lors d'une séance d'aquagym dans la piscine chauffée. Alors que nous suivions les instructions du jeune professeur D, éducation physique, un bel homme musclé qui nous parlait comme à des enfants, elle s'est approchée discrètement de nous pendant un exercice à 2. « Et combien de biens vos enfants essaient-ils de vendre ?» nous a-t-elle demandé à voix basse, les yeux fixés sur le professeur pour ne pas éveiller les soupçons. La question m'a prise au dépourvu, mais j'ai gardé mon visage impassible, des décennies de pratiques sociales m'ayant bien servi. « Pourquoi pensez-vous qu'ils vendent des biens immobiliers ?» ai-je répondu par une autre question. « Chérie, nous sommes tous dans le même bateau, dit-elle avec un sourire triste. Tout ce qui change, c'est la taille de l'héritage qu'ils essaient de voler. C'est à ce moment-là que j'ai compris que J étaient entre égaux. Des femmes qui en savaient trop. Des femmes qui étaient sur la bonne voie. Des femmes qui, comme moi, avaient commis l'erreur de vivre au-delà de l'utilité que leur famille leur avait assignée. Peu à peu, nous avons formé un petit groupe. Outre Eleonora, l'ex-femme d'un industriel qui contrôlait la moitié de la production textile du pays, et la timide Cécilia, la veuve d'un homme politique important, j'ai rencontré Regina, une ancienne juge à la retraite dont le fils a géré sa fortune, et Dulce, une discrète octogénaire dont la famille possédait la plus grande chaîne de supermarchés de El Eta. Nous nous rencontrions discrètement lors de séances de jardinage thérapeutique dans les plates-bandes les plus éloignées de la maison principale, échangeant des histoires, comparant nos notes. Le schéma était clair et sombre. Nous étions toutes veuves ou divorcées d'hommes puissants. Nous étions toutes au courant, à des degrés divers, d'affaires louches. Nous avions toutes des enfants ou des parents qui étaient soudainement montrés, préoccupés par notre santé mentale. Dans le cas d'Eleonora, son ex-mari était encore en vie. Mais elle en savait trop sur ses pratiques d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent par l'intermédiaire des usines textiles. Il a demandé à son avocat de me convaincre de renoncer à l'administration de mes biens en raison de mon âge avancé et de ma fragilité émotionnelle, raconte-t-elle avec une ironie amère. Lorsque j'ai refusé, mon propre fils, qui travaille avec son père, bien sûr, s'est présenté avec 2 médecins pour une visite occasionnelle. 2 semaines plus tard, me voilà. Cécilia, quant à elle, avait trouvé des documents compromettants dans le coffre-fort de son défunt mari, un sénateur qui tenait des comptes secrets fournis par des entrepreneurs. J'ai confronté mon gendre, qui était son assistant. Le lendemain, ma fille est arrivée en pleurs, disant qu'elle s'inquiétait de mes hallucinations, que j'inventais des choses sur son père. L'histoire de Regina, l'ancien juge, est peut-être la plus troublante. Après une légère attaque cérébrale dont elle s'était totalement remise, son fils, un avocat ambitieux, avait obtenu une interdiction partielle invoquant un déclin cognitif. Je ne l'ai appris que lorsque j'ai voulu faire un virement bancaire et qu'on m'a dit qu'il me fallait l'autorisation de mon tuteur légal, explique-t-elle, l'indignation toujours présente dans ses yeux. 40 ans dans la magistrature, et maintenant on me traite comme une incapable. En l'espace de 2 semaines, nous étions 5 femmes unies, non seulement par l'indignation, mais aussi par un plan. Regina, avec ses connaissances juridiques, et Eleonora, avec ses contacts toujours influents, étaient particulièrement précieuses pour ce que j'avais en tête. Dulce, la plus âgée d'entre nous, disposait d'une ressource inattendue, son chauffeur privé, Antonio, qui la servait depuis plus de 30 ans et lui était d'une loyauté absolue. Augusto a essayé de l'acheter une fois, nous a raconté Dulce lors d'une de nos rencontres dans les jardins. Il a proposé de doubler son salaire pour pouvoir m'espionner. Antonio a non seulement refusé, mais il est venu me le dire. C'est le seul homme en qui j'ai confiance dans ce monde. Le plan d'évasion était simple, mais nécessitait une coordination parfaite. Antonio, qui était autorisé à rendre visite à Dulce une fois par semaine, amenait sa voiture personnelle
et non celle de la famille, et la garai près de la porte des fournisseurs. La 3e semaine de mon séjour, lors d'une promenade thérapeutique sur le terrain, programmée tous les jeudis, nous nous séparions discrètement du groupe à un endroit où le chemin bifurquait près de la clôture arrière. Dulce, qui avait de réels problèmes de mobilité, était la seule à rester dans la promenade officielle, servant de distraction. « Je suis trop vieille pour les aventures », dit-elle avec un sourire résigné. D'ailleurs, mon petit-fils, le seul bon de cette famille de vautours, est déjà en train de préparer un recours juridique contre mon interdiction. Ce n'est qu'une question de semaines avant que je ne sorte d'ici par la grande porte, la tête haute. Le matin de mon évasion, j'ai pris mon petit déjeuner habituel, j'ai fait de l'aquagym, toujours souriante pour les caméras discrètes, jouant toujours le rôle de la vieille dame docile et reconnaissante. Dans un petit sac qui me servait à transporter de la crème solaire et un livre lors de mes promenades, je n'ai gardé que quelques objets essentiels, des documents, mon téléphone prépayé, mon enregistreur, quelques sous-vêtements, le reste sera laissé sur place. La visite a commencé comme d'habitude, le jeune animateur nous guidant le long des sentiers entretenus autour de la propriété, en nous indiquant les espèces de plantes et d'oiseaux locaux. Lorsque nous avons atteint le point convenu, un virage où le sentier se divise entre le chemin du retour et un prolongement qui mène à un point de vue, nous avons mis le plan à exécution. Cécilia, dont le talent théâtral est inattendu, a faim de trébucher et est tombée en poussant un cri de douleur. Pendant que le récréologue et les 2 autres participants couraient pour l'aider, Eleonora, Regina et moi avons discrètement emprunté l'autre chemin, que nous savions mener à un endroit où la végétation était plus dense et la clôture moins visible. Antonio nous attendait de l'autre côté, comme convenu, dans sa vieille chevette bien entretenue. Nous sommes montés rapidement et il a démarré avant que nous ayons pu être remarqués. Je me suis rendu compte que le cœur qui battait dans ma poitrine n'était pas dû à la peur, mais à une excitation que je n'avais pas ressentie depuis des décennies, l'adrénaline de la rébellion. « Où allez-vous, mesdames ?» demanda Antonio en regardant dans le rétroviseur avec un sourire complice. « À São Paulo ?» répond fermement Eleonora. « J'ai un appartement au nom de ma sœur. Personne ne pensera à nous chercher là-bas. » Pendant le voyage de près de 3 heures, nous avons planifié la suite des événements. Regina, grâce à ses contacts dans le système judiciaire, nous aiderait à formaliser les plaintes. Eleonora, qui tient une chronique sociale dans un magazine prestigieux, sous un pseudonyme. Je n'ai jamais complètement abandonné ma carrière journalistique, je l'ai juste gardée discrète, explique-t-elle. Utilisera ses contacts pour faire connaître l'affaire au moment opportun. J'avais les documents, les preuves, la connaissance détaillée des montages financiers de la famille Rocha. Ensemble, nous formions une force dont nos proches n'auraient jamais imaginé l'émergence. Le lendemain, j'ai reçu un appel prévisible sur mon téléphone portable prépayé. « Madame Vera, la réceptionniste du spa semblait nerveuse. Votre famille est inquiète. Vous n'êtes pas venue aux activités aujourd'hui. » Moi, je lui ai répondu depuis ma chambre d'hôtel à São Paulo. « Je ne me sens pas bien. Je pense que je vais rester au lit aujourd'hui. Mais ta famille a déjà été informée. Ils sont en route pour prendre de tes nouvelles. Dites-leur que je serai rétablie quand ils arriveront, répondis-je calmement, sachant que la panique allait déjà s'emparer de la direction de la station thermale. Les transfuges ne sont pas bons pour les affaires. Cela nous donnait 24 heures de plus. Assez de temps pour passer à elle, étape suivante. Il est amusant de constater à quel point le fisc peut être accueillant lorsque vous lui apportez des informations précieuses. Le bâtiment gris et impersonnel du centre-ville, avec sa façade austère et ses agents de sécurité impassibles à l'entrée, cache des bureaux étonnamment confortables dans les étages supérieurs. L'homme qui m'a accueilli, un quinquagénaire aux lunettes des écailles et aux cheveux gris soigneusement coiffés, a écouté mon histoire avec une attention que je n'avais pas eue depuis des années. Recommandé par un ancien collègue de Regina dans la magistrature, l'auditeur fiscal Mauricio Campos avait la réputation de être incorruptible et méticuleux, exactement ce dont j'avais besoin. « Madame Rocha », dit-il en feuilletant mon carnet de notes, désormais rangé dans un dossier avec des intercalaires de couleurs et des documents joints par ordre chronologique. « Vous vous rendez compte de la gravité de ces accusations ? Son ton, n'était pas celui du doute ou de la condescendance, mais celui d'un véritable respect pour l'ampleur de ce que je présentais. Un respect qui m'a fait chaud au cœur après des mois passés à être traitée comme une vieille femme sénile et gênante. C'est vrai, ma voix n'a pas tremblé.
C'est pour cela que je suis ici. J'ai passé les 4 heures suivantes à détailler chaque opération suspecte, chaque société fantôme, chaque transfert irrégulier. Mauricio prenait des notes méticuleuses, posant parfois des questions techniques auxquelles je répondais avec précision, le surprenant par ma connaissance détaillée d'opérations financières complexes. « Vous semblez en savoir beaucoup sur la comptabilité créative », a-t-il commenté à un moment donné avec un léger sourire. Je lui ai répondu « 42 ans aux côtés d'Augusto Rocha, c'est une sacrée formation, surtout quand on est attentif. » À la fin de la réunion, Mauricio m'a assuré qu'une enquête serait lancée immédiatement, mais il m'a mis en garde contre la discrétion nécessaire dans cette phase initiale. Nous devons veiller à ce que les preuves soient préservées avant que les personnes impliquées ne se rendent compte que nous enquêtons, a-t-il expliqué. Vous devez garder le secret absolu pour le moment. J'ai acquiescé, comprenant parfaitement. Pour combien de temps? Quelques semaines au moins. L'IRS va commencer, mais cela va probablement s'étendre à d'autres domaines. La police fédérale, le parquet. Il marque une pause et me regarde sérieusement. Êtes-vous prêt à faire face aux conséquences? Votre famille ne le prendra pas bien. Ma famille m'a déjà trahi de la pire façon qui soit. M. Campos, ai-je répondu avec un calme qui m'a surpris. Je n'ai plus rien à perdre. 2 jours plus tard, c'est au tour du parquet D être saisi. Antonio, qui a décidé de rester notre chauffeur et protecteur bénévole, me conduit à l'imposant bâtiment situé dans le centre administratif de la ville. Eleonora a tenu à m'accompagner, sa présence élégante et confiante à mes côtés me rassurant davantage. Le procureur qui nous accueille, le docteur Patricia Linares, une femme noire d'une 40aine d'années, au regard perçant qui semble voir à travers les mensonges, nous a été recommandé par un autre contact de Regina. Spécialisée dans la criminalité en col blanc, elle a la réputation d'être impitoyable avec les corrompus, quel que soit leur pouvoir économique ou politique. Je tiens à préciser d'emblée, dit-elle après les présentations officielles, que le fait que vous soyez la mère de l'accusé n'interférera en rien dans la conduite de cette affaire si nous décidons d'y donner suite. Et je ne m'attendais pas à autre chose, ai-je répondu. Je suis ici en tant que citoyenne dénonçant un crime, pas en tant que mère. Ces questions ont été incisives pendant près de 3 heures. Elle s'est interrogée sur chaque détail, a remis en question chaque affirmation, a vérifié chaque document que j'ai présenté. Non pas avec suspicion, je m'en suis rendu compte, mais avec la rigueur de quelqu'un qui sait qu'il va devoir faire face à des avocats coûteux qui vont essayer de détruire chaque maillon de la chaîne de preuves. « Comment pouvez-vous vous souvenir d'autant de détails ?» a-t-elle demandé, se montrant finalement surprise après que j'ai récité de mémoire les montants exacts et les dates des virements effectués plus de 5 ans auparavant. « J'ai toujours eu une bonne mémoire », ai-je répondu simplement, sans fausse modestie. C'est moi qui rappelais à mon mari les anniversaires de nos enfants, les dates des échéances des contrats, les noms des enfants de tous les clients importants. Maintenant, je me sers de cette même mémoire pour me rappeler comment ils m'ont trahi. À la fin de la réunion, Dr Patricia nous a dit qu'elle rencontrerait, l'équipe de l'Internal Revenue Service pour coordonner les enquêtes. « Si la moitié de ce que vous m'avez dit est prouvé, a-t-elle dit en nous raccompagnant à la porte, nous sommes face à l'un des plus grands systèmes de blanchiment d'argent et de évasion fiscale impliquant une seule famille que j'ai jamais vue dans ma carrière. L'enquête a commencé dans la discrétion, mais elle n'a pas duré longtemps. Les journalistes, toujours à l'affût des mouvements inhabituels dans les bureaux des procureurs, ont rapidement eu vent de l'affaire. Le premier indice est apparu lorsqu'un contrôleur fiscal a été vu entrant au siège d'Empresas Rocha avec une ordonnance du tribunal pour saisir des documents. Puis, quand Eduardo a été convoqué pour donner des explications à l'Office fédéral des recettes. Et puis, le coup de fil que j'attendais. Mariana m'a appelé, hystérique, sur le numéro officiel que j'avais encore. « Où es-tu, maman? Nous sommes fous d'inquiétude. La station thermale a dit que tu avais disparu lors d'une promenade. » Sa voix oscillait entre une véritable panique et quelque chose d'autre, une colère contenue, peut-être en réalisant que sa mère, sénile, avait été assez intelligente pour échapper de la prison dorée où il l'avait enfermée. « Je vais bien, ma fille, » ai-je répondu calmement, assis sur le balcon de l'appartement d'Eleonora, en regardant le coucher de soleil coloré d'orange la ligne d'horizon de São Paulo. « Je m'occupe juste de quelques affaires. »« Quelles affaires? Qu'est-ce que tu fais ?» Eduardo a été convoqué au bureau des impôts aujourd'hui.
Il parle d'irrégularité dans les entreprises. La presse commence à appeler. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ce qui aurait dû se passer il y a longtemps, ai-je répondu. Un poids que je portais depuis des années tombant enfin. La vérité éclate. Silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd, chargé d'une prise de conscience tardive. C'est toi, dit-elle enfin, non pas comme une question, mais comme une prise de conscience choquée. Tu as dénoncé ta propre famille. Non, Mariana. Tu as cessé d'être ma famille à partir du moment où tu as décidé de me faire interner et de voler en mon nom. J'ai dénoncé des criminels, et il se trouve que ces criminels sont mes enfants. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur ou de regret, mais de la pure décharge émotionnelle que représente le fait d'affronter enfin la trahison de plein fouet. Le premier rapport a été publié un lundi. Un petit rapport, dans la rubrique économique d'un grand journal. Il mentionnait une enquête sur des éventuelles irrégularités fiscales impliquant des sociétés du groupe Rocha. Aucun détail, aucune mention de mon nom. Juste assez pour commencer à faire des vagues dans les milieux financiers et d'affaires. C'est Louisa, ma vieille amie journaliste, qui a fait le lien avec Camila Torres, une jeune journaliste d'investigation pour le plus grand portail d'information du pays. Camila avait récemment acquis une certaine notoriété grâce à une série de reportages sur la corruption dans les fonds de pension. Jeune, ambitieuse et incroyablement méticuleuse dans ses recherches, elle serait parfaite pour donner à l'histoire la profondeur qu'elle mérite. Notre première rencontre a eu lieu dans un café discret du quartier d'Itaïm, à l'abri des regards indiscrets. Louisa fait les présentations puis s'en va, me laissant seule avec la jeune reporter au regard vif et au bloc-notes toujours à portée de main. « Madame Vera, dit-elle après avoir entendu un résumé de la situation, ce que vous me dites est matière à une série de reportages, pas à un seul. J'ai le temps, lui ai-je répondu, et toutes les preuves nécessaires. Camila a travaillé pendant 2 semaines intenses, recoupant les informations, vérifiant les documents, interrogeant des sources qui confirmaient certaines parties de l'histoire sans en révéler la totalité. Elle a obtenu des documents auxquels même moi je n'avais pas accès. Des dossiers de sociétés ouvertes dans des paradis fiscaux, des transferts bancaires internationaux, des contrats fictifs avec des entreprises publiques, puis elle m'a approché pour un entretien formel. « Madame Vera, dit-elle en installant le magnétophone sur la table entre nous, nous avons trouvé plus de 20 sociétés enregistrées à votre nom au cours des 18 derniers mois. Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez ?» Je l'ai regardé avec un mélange de choc et de satisfaction. Même avec tout ce que j'avais déjà découvert, l'ampleur de la trahison me surprenait encore. « 20 ?» ai-je répété, étonné. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. L'histoire de Camila Torres a été publiée un dimanche, occupant toute la première page de la section économique et 3 pages intérieures du journal, ainsi qu'une version en ligne plus étoffée. Le titre était d'une simplicité frappante. L'héritage empoisonné. Une matriarche dénonce une combine de millionnaires créée par sa propre famille. L'article décrivait avec une précision chirurgicale comment l'empire construit par Augusto Rocha, un homme d'affaires respecté décédé 2 ans plus tôt, avait été transformé en une machine à blanchir l'argent par ses héritiers, en utilisant le nom de la matriarche veuve comme bouclier juridique. Il explique comment moi, Vera Rocha, âgée de 69 ans, j'ai été systématiquement écartée du contrôle de l'entreprise, tandis que mon nom était utilisé pour ouvrir des sociétés écrans, des comptes à elle étrangers et signer des contrats frauduleux. Et il révélait, pour la première fois publiquement, que non seulement j'y étais au courant de ces crimes, mais que j'avais décidé de les dénoncer, quitte à exposer mes propres enfants. Le lendemain de la publication, j'ai reçu un appel du docteur Patricia. « Vous auriez dû m'avertir de ce rapport ?» me dit-elle sans ambages. Cela complique l'enquête. Je lui ai demandé s'il s'agissait d'une complication ou d'une accélération. Un bref silence, suivi d'un soupir résigné. Les deux. Mais ce qui est fait est fait. Vous avez besoin de protection maintenant. Votre famille ne réagira pas bien à cela. J'ai déjà une protection, répondis-je en regardant par la fenêtre où Antonio montait discrètement la garde. Et je n'ai pas peur d'eux. Vous devriez elle être, a-t-elle répondu gravement. L'argent et le pouvoir poussent les gens à agir désespérément lorsqu'ils sont menacés. Et elle avait raison, comme j'allais bientôt le découvrir. Elle est sénile. La voix d'Eduardo,
habituellement contrôlée et modulée pour inspirer la confiance dans les réunions d'affaires, a résonné de manière stridente devant les caméras placées devant le manoir familial, ou ce qui était autrefois notre manoir familial. Son visage, toujours si soigneusement composé pour évoquer la compétence et la fiabilité, était déformé par un mélange d'indignation et de panique à peine dissimulée. Ma mère souffre de démence. Elle est manipulée par des gens qui veulent détruire notre famille. J'ai regardé la scène à la télévision, confortablement installée dans l'appartement d'Eleonora, une tasse de café fumante à la main. Était surréaliste de voir mon fils, toujours si soucieux de son image publique, réduit à des cris hystériques devant les journalistes. Mariana a opté pour une approche plus subtile, plus conforme à sa formation de psychiatre. Elle a donné des interviews larmoyantes lors de émissions télévisées matinales, expliquant d'une voix étranglée que je ne m'étais jamais remise de la mort de mon père, qu'elle avait craint pour ma santé mentale pendant des mois, que toute la famille était dévastée par les confusions et les délires que j'avais. « Maman a toujours été une femme forte et lucide », dit-elle à un présentateur qui acquiesce avec une expression de fausse compassion. Mais le chagrin peut affecter n'importe qui. Et à son âge, certaines confusions sont courantes. Elle mélange la réalité avec des fragments de nouvelles qu'elle entend, avec des peurs qu'elle a. Qu'en est-il des preuves que votre mère a présentées au fisc et au ministère public ? Demande le présentateur. Un bref éclair d'irritation traverse le visage parfaitement maquillé de Mariana avant qu'elle ne retrouve son expression de sollicitude filiale. Des documents auxquels elle a eu accès pendant des années, mais qu'elle interprète complètement hors contexte. C'est douloureux de voir ta mère inventer des histoires sur sa propre famille. Ricardo, mon gendre, s'est stratégiquement tenu à écart des projecteurs, bien que son nom apparaisse fréquemment dans les documents qui ont été divulgués à la presse tous les jours. J'ai appris des sources de Camila Torres qu'il avait engagé son propre avocat pénal, indépendamment de la défense d'Eduardo et de Mariana, premier signe que l'unité familiale commençait à se fissurer sous la pression. Mes petits-enfants ont reçu l'ordre de ne pas me parler. Lucio, le fils d'Eduardo, qui avait 19 ans à l'époque, m'a même envoyé un message secret sur Instagram, un compte que j'ai gardé uniquement pour suivre ses activités, et que mes enfants ne savaient probablement même pas que j'avais. Grand-mère, je ne sais pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. Papa agit vraiment bizarrement. On peut parler ? Je n'ai pas répondu. Même si mon cœur aspirait à un contact, je ne pouvais pas risquer de l'exposer au maelstrom qui se préparait. Il était trop jeune pour être placé au milieu de ce conflit. Il serait temps de se réconcilier avec ceux qui le méritent lorsque la poussière serait retombée. Mes amis, les rares qui restèrent dans le cercle social qu'Augusto avait construit, se sont éloignés comme prévu. Des décennies de dîners, de fêtes d'anniversaire, de voyages communs ont été oubliés face au risque d'être associés à un scandale de cette ampleur. Une affection conditionnelle, limitée à la convenance sociale, quelque chose qui m'était déjà très familier, après des années de vie dans cet environnement artificiel. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est le soutien que j'ai reçu de la part de parfaits inconnus. Des femmes de mon âge m'ont envoyé des lettres, certaines adressées simplement à Vera Rocha, São Paulo, qui parvenait miraculeusement à Luisa, devenue une sorte de pont entre moi et le monde extérieur. Ma belle-mère a vécu la même chose. Merci de lui avoir donné une voix. Elle n'est plus là pour se défendre. J'ai 72 ans et mes enfants ont commencé à organiser mes finances sans me consulter. Après avoir lu votre histoire, j'ai annulé les procurations que je leur avais données. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Je suis avocat et j'aimerais offrir mes services pro bono pour votre cause. Ce qui vous arrive est beaucoup plus courant que vous ne le pensez. De jeunes avocats se sont portés volontaires pour me représenter gratuitement, formant une équipe juridique impressionnante coordonnée par Regina, qui a mobilisé d'anciens étudiants et des collègues du système judiciaire. Des groupes de défense des personnes âgées ont organisé des manifestations devant les entreprises du Grupo Rocha, avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Respecter Dona Vera » et « El âge n'est pas un handicap ». Une pétition en ligne réclamant justice pour mon cas a dépassé les 100 000 signatures en moins d'une semaine. Des hashtags tels que « A somos todos Vera » et « Pa Vovo Guerrera » sont devenus des sujets à la mode. Un fabricant indépendant de t-shirts a commencé à vendre des modèles avec ma photo et des phrases comme « 69 ans et toujours en train de faire tomber des empires ». J était devenu, sans l'avoir jamais prévu, un symbole.
Une sorte d'héroïne improbable pour les femmes âgées qui en avaient assez d'être réduites au silence, pour les filles qui s'occupaient dignement de leurs parents âgés, pour tous ceux qui avaient eu l'impression que leurs connaissances et leur expérience avaient été ignorées en raison de leur âge. Tandis que le soutien de l'opinion publique grandissait, la machine juridique se mettait en branle en coulisses. Mes enfants ont déposé une demande d'interdiction à mon encontre, en invoquant une incapacité mentale. Comme Regina l'avait prédit, il s'agissait de la manœuvre la plus évidente, discréditer le dénonciateur en s'attaquant à sa santé mentale, une tactique particulièrement efficace lorsque le dénonciateur est une femme âgée. Ils demanderont une évaluation psychiatrique légale, m'a expliqué Regina lors d'une de nos réunions stratégiques. C'est là que nous devons nous préparer. L'expert désigné par le juge, le docteur Roberto Mendes, est venu m'interroger un jeudi après-midi. Neuropsychologue ayant 30 ans d'expérience et des références irréprochables, il était connu pour sa rigoureuse impartialité. Même les contacts de Regina dans la magistrature ne pourraient pas l'influencer, ce qui était exactement ce que je voulais. Si je devais gagner cette bataille, ce serait avec la vérité, pas avec la manipulation. Le docteur Mendes était un homme sérieux, à la barbe grise méticuleusement taillée et aux yeux scrutateurs derrière des lunettes à monture discrète. Il s'installe dans le bureau de l'appartement d'Eleonora, qui nous laisse gentiment seuls pour l'évaluation. « Madame Rocha », commence-t-il après les présentations formelles. « Je tiens à préciser que je suis ici en tant qu'expert pour le tribunal, et non en tant que médecin pour l'accusation ou la défense. Je m'engage exclusivement à respecter la vérité scientifique. C'est tout ce que je demande, docteur, » ai-je répondu calmement. Les 6 heures qui ont suivi ont été épuisantes. Une batterie complète de tests cognitifs, certains informatisés, d'autres papier-crayon. Des tests de mémoire, où je devais me souvenir de séquences numériques de plus en plus longues, à la fois dans l'ordre direct et dans l'ordre inverse. Des tests de raisonnement logique, de prise de décision et de reconnaissance des formes, des évaluations de mon jugement dans des situations hypothétiques complexes. Entre les tests, le docteur Mendes a mené des entretiens cliniques détaillés, explorant mon histoire de vie, mes relations familiales, ma compréhension de la situation actuelle. Ces questions étaient précises, parfois délibérément déroutantes. Une technique, je l'ai compris, pour évaluer ma capacité à garder le fil de ma pensée, même sous pression. « Vous avez une mémoire impressionnante », a-t-il commenté en rangeant son matériel à la fin de cette évaluation approfondie. « Meilleure que la mienne, en tout cas. J'ai toujours été doué pour cela, » répondis-je avec un léger sourire. Augusto a toujours dit que J était le disque dur de la famille. Vous semblez avoir conservé des fichiers qu'il aurait préféré effacer, commente le docteur Mendes, s'autorisant un rare moment d'humour. Disons que j'avais un bon système de sauvegarde. Le rapport, remis au juge 2 semaines plus tard, est concluant dans son objectivité technique. Il n'y a aucun signe de déclin cognitif significatif, aucun signe de trouble délirant, de confabulation ou de toute autre condition susceptible de compromettre ma capacité à témoigner ou à prendre des décisions. Le document, rédigé dans le langage précis et clinique que le docteur Mendes était connu pour employer, indiquait que J était tout à fait capable de prendre des décisions et de témoigner de événements passés avec une précision exceptionnelle. La tentative d'interdiction a été rejetée, mais le mal était déjà fait pour l'image publique de mes enfants. La perception générale, renforcée par la couverture médiatique, était qu'ils avaient tenté de réduire au silence une femme âgée parfaitement lucide, afin de couvrir leurs crimes. C'est une journaliste de l'Estadão, Renata Campos, qui a créé le surnom qui s'est répandu comme une traînée de poudre. Dans une chronique dominicale sur l'affaire, intitulée « La mémoire comme arme », elle m'a appelé « La grand-mère bombe à retardement de Elle Élite ». Le titre s'est rapidement répandu, a été reproduit dans d'autres médias, a inspiré des mèmes sur les réseaux sociaux et est devenu un hashtag. Elle Élite économique brésilienne est habituée à affronter des procureurs ambitieux, des délégués incorruptibles et des journalistes d'investigation, écrit Renata. Mais elle n'a jamais été préparée à affronter une femme de 69 ans qui refuse d'oublier, une bombe à retardement pour grand-mère qui a explosé au moment précis où ils ont essayé de la désamorcer. La métaphore a trouvé un écho surprenant. Un bar branché du quartier de Pinheiros a même créé une boisson appelée Dona Vera, forte, amère et qui assomme tout le monde, dit la description sur le menu. Sur l'Internet, mon image,
tiré de vieux albums de photos sociales, a commencé à être utilisé dans divers contextes. Quand le professeur demande si quelqu'un a gardé le papier avec la réponse, moi après que mon ex m'a trompé pour la 3e fois, POV, tu as essayé de te faufiler derrière ta grand-mère. Moi qui avais toujours vécu discrètement dans l'ombre de mon mari, qui avait vu mon intelligence et ma perspicacité transformées en outils au service des hommes de la famille, J était désormais un symbole, une icône improbable de la résistance féminine contre l'effacement social des femmes âgées. Et j'ai découvert que cela ne me dérangeait pas du tout. L'affaire s'est rapidement étendue au-delà de la sphère fiscale au fur et à mesure que de nouvelles preuves apparaissaient. Ce qui avait commencé comme une enquête sur l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent s'est transformé en soupçons de corruption active, de fraude dans les appels d'offres publiques, de formation de cartels et d'une série d'autres délicts financiers qui ont amené les tabloïds à qualifier l'affaire de « scandale Rocha ». Le ministère public a officialisé mon statut de collaborateur dans un accord qui me garantissait l'immunité. Après tout, mon nom avait été utilisé à mon insu et sans mon consentement pour la plupart des opérations illégales. Techniquement, J était aussi une victime. Vous comprenez que votre témoignage sera crucial pour l'affaire, a expliqué le procureur qui dirigeait désormais le groupe de travail créé spécialement pour l'affaire, un homme jeune et énergique du nom de Dr Lucas Mendonça. Nous nous trouvions dans son bureau du ministère public, entouré de piles de documents et de dossiers identifiés par des couleurs différentes. Il y aura des questions difficiles. Exposition publique. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Je suis plus sûr de cela que de toute autre décision que j'ai prise dans ma vie, ai-je répondu sans hésiter. Je ne fais pas ça pour me venger, même si je ne peux pas nier qu'il y a une certaine satisfaction à exposer enfin la vérité. Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. Vous savez que vous serez la cible principale de la défense, n'est-ce pas? Ils essaieront par tous les moyens de discréditer votre témoignage, de mettre en doute votre mémoire, votre jugement. Ça qu'ils essaient, ai-je répondu, avec une confiance qui grandissait en moi chaque jour, comme une plante longtemps privée de lumière qui trouve enfin le soleil. Je suis prêt. Les audiences préliminaires ont commencé 2 semaines plus tard. Le tribunal chargé de l'affaire se trouve au centre de la ville, dans un imposant bâtiment à l'architecture néoclassique. Le matin de la première audience, une petite foule s'est formée devant les marches. Des journalistes, des spectateurs et un groupe de sympathisants, pour la plupart des femmes des âges moyens ou plus âgées, portant des pancartes de soutien. Une dame aux cheveux grisonnants a crié « Nous sommes avec vous, Madame Vera », lorsque je suis sortie de la voiture, accompagnée de Regina et de mon équipe d'avocats. Ce simple geste de solidarité m'a ému plus que je ne le pensais. Dans la salle d'audience, le contraste n'aurait pas pu être plus frappant. D'un côté, mes enfants et leurs avocats, une petite armée d'hommes en costume, avec de coûteuses mallettes en cuir, des expressions sérieuses et des mouvements coordonnés. De l'autre, moi, Regina, et notre équipe essentiellement féminine, plus modeste en nombre, mais tout aussi déterminée. Les audiences ont été épuisantes. Témoignages techniques de contrôleurs fiscaux, d'experts comptables, de spécialistes de la criminalité financière. Chaque transaction suspecte a été disséquée, chaque document analysé, chaque flux d'argent retracé. Et puis, enfin, ce fut mon tour de témoigner. Les coûteux avocats engagés par Eduardo et Mariana étaient m'en passés maîtres dans l'art de poser des questions pièges, d'essayer de m'embrouiller, de me faire trébucher sur mes propres mots ou souvenirs. Mais ma mémoire, celle-là même qui a été si souvent rejetée comme « vieux truc », a tenu bon. Des dates, des noms, des montants, tous les chèques que j'ai signés sans savoir où ils allaient, chaque société fantôme créée avec mon CPF, toutes les conversations que j'ai entendues, j'ai tout déversé, méthodiquement et sans relâche, pendant plus de 5 heures de témoignage. L'avocat principal d'Eduardo, un homme des âges moyens avec un sourire qui se voulait charmant mais qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, m'a demandé « Ne pensez-vous pas que vous confondez certaines choses ? Après tout, nous parlons d'événements qui se sont déroulés sur plusieurs années. » « Non, répondis-je simplement, je ne confonds rien. Mais vous admettez que vous avez signé des documents sans les lire. Vous avez fait confiance à votre mari et à vos enfants pour gérer l'entreprise. Que vous n'avez pas participé activement aux décisions de l'entreprise. Signer sans lire est différent de signer sans savoir, ai-je répondu en gardant ma voix calme. La confiance est différente de la résignation, et ne pas participer activement aux décisions ne signifie pas ne pas être conscient de leurs conséquences.
À la fin de la journée, je suis épuisée mais satisfaite. La juge, une femme d'une 50aine d'années, sérieuse et à la voix douce, avait mené l'audience avec fermeté, coupant court aux tentatives les plus agressives des avocats pour me déstabiliser. « Vous vous êtes très bien débrouillé », m'a dit Regina alors que nous quittions la salle d'audience en évitant la presse qui se pressait autour de l'entrée principale. Ils s'attendaient à trouver une vieille dame confuse et ils ont trouvé un témoin éloquent et sûr de lui. Dans les mois qui ont suivi, alors que l'affaire progressait avec la lenteur caractéristique du système judiciaire brésilien, j'ai commencé à accepter des invitations à parler de mon expérience. Tout d'abord, lors d'un petit événement organisé par une ONG de défense des personnes âgées où j'ai partagé mon histoire avec un groupe d'une 30aine de personnes, pour la plupart des femmes de ma tranche d'âge ou plus âgées. « Comment avez-vous trouvé le courage ?» a demandé l'une d'entre elles lors de la séance de questions. « Ce N était pas du courage », ai-je répondu après avoir réfléchi un moment. « C était la survie. Quand j'ai compris que leur plan était de m'effacer, d'abord socialement, puis légalement, avec l'interdiction, j'ai compris que mon silence serait ma condamnation à mort. Pas la mort physique, nécessairement, mais la mort de mon autonomie, de ma voix, de mon existence en tant qu'individu. Et je n'étais pas encore prête à mourir. Après ce premier événement, les invitations se sont multipliées. Des facultés de droit, des conférences sur les droits des personnes âgées et même une conférence TEDx où j'ai parlé du paradoxe selon lequel l'expérience accumulée au fil des décennies, qui devrait être valorisée, sert souvent à justifier le silence. Bientôt, je donnais des conférences devant des salles combles sur les crimes financiers dont sont victimes les femmes âgées, sur la façon dont l'agisme et le sexisme se combinent de manière perverse, sur l'importance de l'éducation financière pour les femmes de tous âges. Le silence est leur plus grande arme, ai-je dit dans le micro, avec une confiance que je n'avais jamais soupçonnée. Il compte sur notre silence, sur notre honte, notre peur de paraître naïve ou incapable. Mais n'oubliez pas, la connaissance est un pouvoir, et personne ne peut vous enlever ce pouvoir. Pendant l'une de ces conférences, à la faculté de droit de l'USP, j'ai été abordée par une femme à l'air hagard qui tenait fermement la main d'une fillette d'une 10aine d'années. « Madame Vera ?» dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je suis Patricia, l'ancienne belle-fille de votre fils, Eduardo. Voici votre petite fille, Clara. » Je suis restée paralysée un instant. Clara, la fille qu'Eduardo avait eue lors de son premier mariage, une brève relation qui s'était terminée alors que la fillette n'avait que 2 ans. Après le divorce conflictuel, Eduardo avait obtenu la garde quasi exclusive et Patricia avait pratiquement disparu de nos vies. Eduardo l'avait décrite comme émotionnellement instable. Une caractérisation que je commençais à remettre en question en regardant la femme nerveuse mais déterminée qui se trouvait devant moi. « Clara », dis-je, en m'agenouillant avec difficulté pour me mettre à la hauteur de la jeune fille. Ses yeux, identiques à ceux de son père, me regardaient avec curiosité et un peu d'appréhension. « Comme tu as grandi ? La dernière fois que je t'ai vue, tu étais grande comme ça. » J'ai indiqué de la main la taille d'un petit enfant. « Êtes-vous vraiment ma grand-mère ?» demanda-t-elle avec la franchise des enfants. « Papa m'a dit que tu étais très malade et confuse. » J'ai senti un serrement dans ma poitrine, mais j'ai gardé le sourire. « Je suis en parfaite santé, ma chérie, et je suis sûre que je ne suis pas du tout confuse. » Tandis que Clara était distraite par un étudiant qui lui proposait de lui montrer la bibliothèque historique du collège, Patricia m'a rapidement expliqué qu'Eduardo avait pratiquement coupé les ponts avec sa fille au cours des dernières années. Après l'éclatement du scandale, il est devenu obsédé par l'idée de protéger Clara des influences négatives. J'ai obtenu cette visite surveillée après des mois de bataille juridique. Nous avons échangé nos contacts et j'ai promis de l'aider de toutes les manières possibles. C était une autre blessure familiale dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Un autre exemple du caractère manipulateur que mon fils avait développé. Ou peut-être qu'il avait toujours eu, hérité de son père. C'est après cette conférence qu'Eduardo est venu me voir. Il m'attendait sur le parking du collège, adossé à sa BMW noire, sans les agents de sécurité qui l'accompagnaient constamment depuis l'éclatement du scandale. Mince, des cernes profonds sous les yeux, son costume, toujours impeccable, légèrement froissé. L'arrogance a disparu de son regard, remplacée par quelque chose qui ressemble à du désespoir. « Maman », dit-il d'une voix grave lorsque je m'approche, accompagné d'Antonio qui se positionne immédiatement en protecteur. « Il faut qu'on parle. Nous pouvons conclure un accord. Il faut qu'on parle,
Qu'on fasse un marché, qu'on mette fin à tout ça. Tu n'es pas obligé d'en arriver là. J'ai regardé mon fils, mon premier-né, que j'ai porté dans mes bras, à qui j'ai chanté des berceuses, que j'ai juré de protéger à tout prix, et j'ai ressenti une tristesse qui m'a presque fait reculer. Presque. Quel genre d'accord, Eduardo ? Demandai-je, en gardant ma voix stable. Plus pour moi que pour lui. L'argent, une grande partie est encore sur des comptes offshore. Nous pouvons le récupérer, le diviser. Tu n'aurais plus jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit. Il a fait un pas vers moi. Ses yeux se sont soudain remplis de quelque chose qui pourrait être de vraies larmes ou juste une autre performance. Nous pourrions redevenir une famille. Oubliez tout ça. Ce mot « famille » a allumé quelque chose en moi. Une chaleur qui partait de ma poitrine et remontait rapidement le long de mon cou, colorant mon visage de ce que j'imaginais être un rouge profond. L'indignation, une colère contenue depuis si longtemps. Ma main s'est posée avec force sur le capot de la voiture, produisant un bruit sec qui nous a surpris tous les trois. « Famille » ai-je dit entre mes dents. La famille ne vole pas. La famille n'abandonne pas. La famille n'essaie pas d'enfermer maman pour cacher des crimes. J'ai fait un pas en avant, et ce fut au tour d'Eduardo de sursauter. La famille ne ment pas à un enfant en lui disant que sa grand-mère est folle. La famille n'empêche pas une mère de voir sa propre fille. Il a pâli quand il a compris que je savais pour Clara et Patricia. Le seul marché que j'accepterai, continuai-je en contrôlant à nouveau ma voix, c'est que tu avoues tout. Prends tes responsabilités. Que tu paies pour ce que tu as fait. Eduardo m'a regardé comme s'il voyait un étranger. Et était peut-être vrai, la mère qu'il avait connue, la femme qui acceptait tout en silence, qui avalait les offenses et les trahisons avec un sourire poli, n'existait plus. Tu le regretteras, dit-il enfin, d'une voix froide. Quand tout sera fini, quand le cirque sera démonté, tu te retrouveras seul, et tu te souviendras de cette conversation. Peut-être, ai-je répondu calmement, mais je préfère le risque de la solitude à la certitude de la trahison. Eduardo est parti sans dire un mot de plus. C'est la dernière fois que je lui ai parlé en dehors d'une salle d'audience. L'invitation de l'éditeur est arrivée au cours du 3e mois du procès. Une lettre officielle sur papier à en-tête, livrée à l'appartement d'Eleonora où je logeais encore. Marta Guimarães, directrice éditoriale de Companhia da Letra, m'a proposé d'écrire un livre sur mon expérience. Votre histoire mérite d'être racontée en profondeur avec vos propres mots, disait la lettre. Il ne s'agit pas seulement d'un récit sur la criminalité financière, mais d'un voyage personnel de résistance et de découverte de soi. Mariana m'avait un jour qualifié de pas très littéraire. Un autre clin d'œil déguisé en remarque désinvolte, une autre façon de me rabaisser. La vérité est que j'ai toujours été un lecteur vorace, juste discret à ce sujet, comme je l'ai été pour tant d'autres aspects de mon intelligence et de mes capacités au fil des ans. L'idée de écrire un livre m'a immédiatement séduit. Le titre m'est venu à l'esprit dès la fin de la lecture de la lettre. Tout ce que je savais et qu'il voulait cacher. Direct, sans prétention littéraire excessive, mais avec l'impact nécessaire pour résumer à la fois les crimes que j'ai découverts et la tentative de me faire taire. J'ai commencé à écrire le lendemain. Les premières pages ont été difficiles, non pas à cause du manque de mots, mais à cause de leur excès, à cause de tous les souvenirs et de toutes les émotions qui m'envahissaient et qui voulaient sortir en même temps. Marta, sensible à la situation, m'a suggéré de travailler avec un ghostwriter, juste pour aider à la structure et au rythme, m'a-t-elle assuré. C'est ainsi que j'ai rencontré Clara Mendes, une jeune journaliste et écrivain d'une 30aine d'années, aux cheveux bouclés toujours attachés en un chignon désordonné, aux lunettes rondes et à l'intelligence vive qui se révélait aussi bien dans ses questions que dans son silence attentif lorsque je parlais. Nous avons établi une routine. 3 matins par semaine, Clara venait à l'appartement et nous passions des heures en conversation qui étaient enregistrées et plus tard transcrites. Elle posait des questions précises, revenant souvent sur des points que j'avais mentionnés en passant, mais dont elle avait compris l'importance avec son flair de journaliste. Vous avez dit que votre père était enseignant. Pouvez-vous nous en dire plus sur lui ? A-t-elle demandé un jour, alors que nous parlions de mon enfance ? Cette question m'a surpris. Je parlais rarement de mon père. Un homme gentil et intellectuel qui était mort jeune, laissant ma mère dans une situation financière difficile qui l'avait amené à organiser mon mariage avec Augusto, un bon parti, de 20 ans mon aîné. Mon père croyait en l'éducation comme forme de libération, ai-je répondu,
ressentant une vague de émotion à laquelle je ne m'attendais pas. Il a enseigné la littérature brésilienne à l'université. Il avait l'habitude de me lire des poèmes à haute voix avant de m'endormir. Il a été arrêté pendant la dictature pour avoir distribué des livres considérés comme subversifs. Clara prenait furieusement des notes pendant que je parlais. « Tu crois qu'il serait fier de ce qu'il fait aujourd'hui » Je n'y avais jamais pensé. Cette question m'a fait réfléchir un instant, me remémorant des souvenirs enfouis depuis longtemps. « Oui » ai-je finalement répondu, avec une certitude qui venait du plus profond de moi-même. Je pense qu'il serait très fier. L'écriture a été thérapeutique. J'ai remonté des décennies en arrière, me remémorant non seulement les montages financiers, les crimes, les manipulations, mais aussi mon propre parcours. Comment j'ai lentement renoncé à mon autonomie après le mariage. Comment je me suis convaincue que soutenir Augusto dans son ambition était mon rôle principal dans la vie. Comment je suis devenue une ombre, une signature, un nom sur des documents. Mais le livre ne parle pas seulement de trahison et de crime. Il s'agit aussi d'une prise de conscience, de la redécouverte de ma propre voix, de ma propre force, de la solidarité inattendue d'autres femmes, Eleonora, Regina, Louisa, Clara et tant d'autres qui ont croisé mon chemin à ce stade avancé de la vie, alors que je m'attendais le moins à nouer de nouveaux liens significatifs. Clara m'a dit un jour « Tu aurais dû être écrivain », après avoir lu un passage particulièrement vivant sur les premières années de mon mariage. « Tu as un sens incroyable de la narration. » J'aurais dû être beaucoup de choses, ai-je répondu, sans amertume, me contentant de constater un fait. Maintenant, je le suis. Le livre a été terminé en un temps record, 4 mois de travail intense, et a été publié au milieu de la fureur du procès, qui entrait dans sa phase finale. L'éditeur, d'abord prudent quant aux prévisions de vente, a été surpris par l'importance des préventes. Le premier tirage a été épuisé en 1 semaine. Les files d'attente lors des séances de dédicaces ont surpris même l'éditeur, qui a dû engager des agents de sécurité supplémentaires pour ces événements. Des femmes, principalement des femmes, m'ont apporté des exemplaires à signer, souvent les larmes aux yeux, racontant leur propre histoire de silence et d'invisibilité. « Ma fille pense que je ne sais pas qu'elle vend mes propriétés », a murmuré une élégante octogénaire alors que je signais son exemplaire. « Après avoir lu votre livre, j'ai engagé un avocat. Je vous remercie. Mon gendre m'a persuadé de tout mettre à son nom, pour éviter les impôts, » dit une autre, en se penchant d'un air conspirateur à l'autre bout de la table. « Je suis ici avec mon avocat. Nous reverrons tout demain. Je suis aide-soignante auprès de personnes âgées, dit une jeune femme de 25 ans au plus. Et je vois cela tous les jours. Votre livre circule parmi mes collègues. Nous sommes plus conscients maintenant. Chaque histoire m'a fait prendre conscience que mon combat était plus important que je ne l'avais imaginé. Que mon expérience personnelle, aussi douloureuse soit-elle, servait un objectif plus grand que toute vengeance ou justice individuelle. L'argent des droits d'auteur, qui ont commencé à arriver en quantité surprenante, a été entièrement versé à une fondation que j'ai créée avec l'aide de Regina. La Living Memory Foundation avait pour but d'offrir une assistance juridique gratuite aux personnes âgées victimes d'abus financiers familiaux, ainsi que de promouvoir l'éducation financière pour les femmes de tous âges. C'est au cours du cocktail de lancement du livre à São Paulo que la proposition de transformer l'histoire en mini-série a vu le jour. 3 femmes d'une trentaine d'années se sont approchées de moi vers la fin de l'événement. Elles se sont présentées comme partenaires d'Elo Produções, une société de production indépendante qu'elles avaient fondée 2 ans plus tôt et qui se spécialisait dans les histoires de femmes non conventionnelles. « Nous voulons faire de votre livre une mini-série », a expliqué Marina, la réalisatrice, une femme noire à la forte personnalité. Pas pour la télévision traditionnelle, mais pour une plateforme de diffusion en continu. Quelque chose qui puisse toucher des femmes de tous âges, dans tout le pays. La mini-série, dont la première était prévue l'année suivante, est devenue un autre chapitre inattendu de ma réinvention tardive. D, épouse silencieuse à dénonciatrice publique. De matriarche manipulée à auteur de best-seller, d'invisible à protagoniste. Un voyage que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque, en cette nuit fatidique, j'ai entendu Ricardo dire « Elle ne peut pas ouvrir la bouche à ce sujet ». Aujourd'hui, ma bouche ouverte, ma voix amplifiée sont devenues non seulement mon salut personnel, mais aussi un appel à l'action pour tant d'autres. Le verdict est tombé par un après-midi d'automne pluvieux, près de 2 ans après le début de l'affaire. La salle d'audience était pleine à craquer.
Journaliste, spectateur, étudiant en droit, partisan des deux camps. J était assis au premier rang, habillé sobrement, un costume bleu marine, aucun bijou à l'exception de discrètes boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à ma mère. La juge Helena Martins, qui avait mené l'affaire avec une rigueur et une impartialité exemplaires, est entrée dans la salle et tout le monde s'est levé. Son visage, habituellement inexpressif comme il sied à la magistrature, semblait particulièrement solennel cet après-midi-là. La lecture de l'arrêt a duré près d'1 heure, car elle a minutieusement détaillé chaque accusation, chaque élément de preuve, chaque circonstance atténuante et aggravante, et puis, enfin, le mot qui allait clore ce chapitre de ma vie. Coupable. Eduardo. 6 ans de prison semi-ouverte pour blanchiment d'argent, évasion fiscale, mensonge idéologique et formation de gang. Mariana, 4 ans, avec la possibilité d'un régime semi-ouvert après avoir purgé 1/3 de la peine pour mensonge idéologique et blanchiment d'argent. Ricardo, mon gendre, 5 ans pour formation de bande, blanchiment d'argent et falsification de documents. D'autres cadres et Orange, ayant participé à l'opération, ont également été condamnés à des peines plus ou moins longues. En plus des peines de prison, ils ont été condamnés à des millions de dollars d'amende et à rembourser les caisses publiques. Plusieurs sociétés du groupe Rocha ont été liquidées pour payer ces dettes. L'empire qu'Augusto avait construit, avec mon aide silencieuse, avec la sueur de centaines d'employés, mais aussi avec des combines illégales qui apparaissaient maintenant au grand jour, s'écroulait officiellement. J'ai observé les visages de mes enfants pendant qu'ils écoutaient leur sentence. Eduardo, pâle, mais essayant de garder un semblant de dignité, regardant droit devant lui. Mariana, les yeux larmoyants, essuyant de temps en temps de discrètes larmes avec un mouchoir de soie. Ricardo, mon gendre, visiblement nerveux, les mains agitées sur la table, les yeux sautant d'un côté à l'autre comme s'il cherchait une sortie inexistante. Je n'ai ressenti aucune joie. Je n'ai pas ressenti de vengeance ou de satisfaction vertueuse. Juste une profonde lassitude et peut-être, enfin, la paix. Comme si un poids que je portais depuis si longtemps, le poids des secrets, des vérités non dites, des soupçons jamais affrontés, avait enfin été enlevé de mes épaules. J'ai quitté le palais de justice par la porte arrière, évitant les journalistes qui se pressaient devant l'entrée principale. Cette soif insatiable de déclarations, de réactions émotionnelles, de récits simplifiés pour une consommation rapide, je n'en avais plus la patience. J'avais donné assez d'interviews, j'en avais assez dit. Il était temps de faire silence. Un silence choisi par moi, et non imposé par d'autres. Dans la voiture, sur le chemin de l'appartement d'Eleonora, qui avait été mon refuge pendant tout ce temps, je me suis permis quelques larmes silencieuses. Non pas de tristesse ou de regret, mais d'une émotion complexe et indescriptible. Peut-être celle que l'on ressent lorsqu'un chapitre long et difficile de notre vie se referme enfin, nous laissant épuisés mais soulagés, blessés mais libres. « Tu vas bien ?» me demande Antonio, en me regardant dans le rétroviseur avec une réelle inquiétude. Je lui réponds en essuyant mes larmes. Pour la première fois depuis longtemps, je pense que je vais vraiment bien. 1 semaine plus tard, avec l'aide d'un avocat spécialisé, j'ai entamé les démarches pour changer de nom. Non pas par honte, mais par désir d'un nouveau départ. Être quelqu'un d'autre que la bombe à retardement grand-mère, que la veuve trahie, que la mère dénonciatrice. Je voulais simplement être moi-même, qui que soit cette femme que je redécouvrais à l'âge de 70 ans. J'ai choisi de reprendre mon nom de jeune fille, Vera Almeida, abandonnant le nom de famille Rocha que je portais depuis plus de 40 ans. Il s'agissait d'un geste symbolique, mais profondément significatif pour moi, une rupture définitive avec le passé, une déclaration d'indépendance. Le processus de détachement juridique et financier de tout ce qui concernait la famille Rocha a été complexe et épuisant. J'ai vendu l'appartement de la capitale, un luxueux penthouse où j'avais vécu pendant 30 ans, où j'avais élevé mes enfants, où j'avais accumulé des souvenirs qui semblaient désormais appartenir à une autre vie, à une autre personne. J'ai vendu les bijoux, à l'exception des quelques pièces de valeur sentimentale que j'avais héritées de ma mère. J'ai vendu les tableaux coûteux qu'Augusto avait collectionnés plus pour son statut que pour une véritable appréciation esthétique. J'ai vendu tout ce qui me rappelait cette vie de richesse artificielle et d'apparence méticuleusement entretenue. Une grande partie de l'argent est allée à la fondation Memoria Viva, qui se développait rapidement.
élargissant ses activités au-delà de l'aide juridique aux personnes âgées victimes d'abus financiers et commençant à développer des programmes éducatifs dans les écoles et les universités sur les droits des personnes âgées et éducation financière des femmes. Avec ce qu'il me restait, une somme encore considérable, même après les lourdes amendes judiciaires payées dans le cadre de l'accord de collaboration, j'ai acheté une petite maison à l'intérieur du Minas Gerais. Une simple bâtisse de style colonial, faite de pierre et de bois, avec un verger à l'arrière et suffisamment d'espace pour une bibliothèque qui accueillerait enfin les livres que j'ai toujours voulu posséder. La mini-série À main que Sabia Demey a été diffusée pour la première fois 1 an plus tard, avec des critiques enthousiastes. Les 8 épisodes d'1 heure racontèrent mon histoire avec sensibilité, mais sans excès de romantisme, en respectant à la fois la complexité des crimes financiers et la nuance des relations familiales. Fernanda Montenegro a été acclamée pour son interprétation, et de nombreux critiques ont souligné que la série transcendait le simple drame basé sur des faits réels pour devenir une réflexion sur le pouvoir, le genre et le vieillissement dans la société brésilienne. Je l'ai regardé seul, sur mon nouveau canapé, avec un verre de vin rouge et la compagnie de mon nouveau chat, un vieux persan recueilli dans un refuge, qui avait autant besoin d'un nouveau départ que moi. Était étrange de voir mon histoire interprétée par une actrice reconnue. Étrange, mais d'une certaine manière réconfortant. Comme si cette autre Vera, celle qui avait été trompée, réduite au silence, presque effacée, n'était plus qu'un personnage. Ce N était plus moi. Les mois se sont transformés en années. Peu à peu, j'ai établi une nouvelle routine. Réveil avec le soleil, café sur le balcon, observation des oiseaux, des promenades dans le petit verger que j'ai cultivé moi-même pour cueillir les fruits de saison, de longues heures à la bibliothèque, à lire tous les livres que j'avais remis à plus tard depuis des décennies. De temps en temps, je me rendais à São Paulo ou dans d'autres capitales pour des événements de la Fondation ou des conférences que j'acceptais toujours de donner, mais de manière de plus en plus sélective. Je me suis fait de nouveaux amis, des gens simples qui ne connaissaient pas mon passé et ne s'en souciaient pas. J'ai gardé un contact régulier avec Eleonora, Regina et Luisa, qui sont devenus mes meilleurs amis. Nous nous rencontrions plusieurs fois par an, en alternant mes visites à São Paulo et les leurs chez moi, dans le Minas Gerais. Nous appelions ces réunions le « Club des survivants », une plaisanterie interne qui contenait une profonde vérité sur les liens qui se forment dans les moments de crise. Parfois, je recevais des lettres de femmes qui avaient lu mon livre ou vu la série. Des histoires de courage inspirées par le mien. Des histoires de femmes qui avaient retrouvé la force de briser le silence, de remettre en question des documents suspects, de refuser le rôle de victime passive. J'ai répondu à toutes ces questions en écrivant soigneusement à la main sur du papier à lettres de bonne qualité. Un luxe simple qui m'a fait plaisir. Mes petits-enfants, qui sont maintenant à l'université, ont enfin reçu mon adresse. Lucio, le fils d'Eduardo, a été le premier à écrire. Était une lettre hésitante, pleine de questions et de tentatives pour comprendre ce qui était arrivé à notre famille. J'ai répondu honnêtement, sans amertume, mais aussi sans demi-vérité. Il était assez grand pour comprendre la complexité de la situation, pour se faire sa propre opinion. Clara, la fille d'Eduardo et de Patricia, est venue me rendre visite pendant les vacances d'été. Elle a 16 ans, elle est intelligente et observatrice, elle ressemble beaucoup à son père physiquement, mais elle a une sensibilité très particulière. Nous avons passé des journées à discuter, à nous promener dans le verger et à cuisiner ensemble. Elle m'a montré ses poèmes, ses dessins. Elle m'a parlé de son désir d'étudier les arts visuels, ce qu'Eduardo désapprouverait certainement s'il était encore présent dans sa vie. Gabriela, la fille de Mariana et Ricardo, a été la dernière à prendre contact. Un bref message à l'occasion de mon anniversaire, me souhaitant simplement bonne chance. J'ai répondu tout aussi brièvement, mais j'ai laissé la porte ouverte à une communication plus poussée lorsqu'elle serait prête. Je n'ai pas cherché mes enfants. La blessure était trop profonde, la trahison trop complète. Peut-être qu'un jour, lorsque les peines auront été purgées, lorsque le temps aura adouci les angles les plus aigus de la douleur, peut-être qu'alors nous pourrons tenter une sorte de réconciliation. Ou peut-être pas. J'avais appris à vivre avec l'incertitude, avec l'incomplétude. Toutes les histoires ne se terminent pas de manière nette et précise. Ce matin, j'ai cueilli des oranges dans le verger. Le soleil filtrait à travers les feuilles, créant des motifs de lumière sur le sol en terre battue.
J'ai senti le poids du fruit dans ma main, le parfum des agrumes dans l'air, la brise légère sur mon visage. Et j'ai souri. J'ai maintenant 72 ans. Beaucoup de choses sont passées. Beaucoup de choses sont encore à venir. J'en sais encore trop, mais ce savoir n'appartient plus qu'à moi, à utiliser comme je le souhaite, quand je le souhaite, ou simplement à garder, en savourant le goût sucré de la liberté. La liberté d'une femme qui n'a finalement plus à cacher ce qu'elle sait,